Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation. Je reprends. Sur le cahier de consultation, je vais aller trop vite, intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Gendron-Châteauguay remplacée par Madame Boschmans-Iberville. Madame Garcia-Robert-Badwin par Monsieur Déragine-Ligan. Madame Price-Darcy-McGee par Madame Lacoyane-Olivier Chemelé. Et Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques par Monsieur Clich-Rivard-Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, à nouveau, Mesdames et Messieurs les élus, bienvenue. Je vais donc vous faire la lecture de l'ordre du jour pour ce matin. Nous allons entendre les groupes suivants. L'Association Restauration Québec. Je constate devant moi déjà que les représentants y sont, ainsi que Québec international. Ainsi donc, je souhaite donc la bienvenue à l'Association Restauration Québec. Madame, messieurs, je vais vous accorder 10 minutes de présentation, mais je vais vous demander d'abord et avant tout de vous présenter. Alors, la période est à vous. Alors, Madame la présidente de la Commission, Madame la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour, je m'appelle Hugues Philippin. Je suis le propriétaire du restaurant Chic Alors et aussi le président du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec, aussi appelée ARQ. Alors, l'association, qui célèbre maintenant cette année son 85e anniversaire depuis juin dernier, compte plus de 5200 membres dans toutes les régions du Québec, ce qui en fait le plus important regroupement de gestionnaires de la restauration sous toutes ses formes. Je suis accompagné aujourd'hui du directeur général adjoint de l'ARQ, M. Laurence-Olivier Malouin-Trudel, ainsi que de la directrice des affaires publiques et gouvernementales, Mme Dominique Tremblay. Je tiens à remercier les membres de la Commission de nous avoir invités aujourd'hui à présenter nos observations sur la prochaine planification de l'immigration au Québec. Les dernières années de la pandémie ont prélevé un lourd tribut à l'industrie de la restauration québécoise. Évidemment, les vagues de fermeture forcée, les restrictions sanitaires, l'investissement dans du matériel de protection comme des masques, plexiglas, distributeurs, etc., ont engendré d'importantes pertes financières pour les exploitants de notre secteur. Cependant, la pandémie a également représenté un défi de taille pour les travailleurs de notre secteur qui ont été privés de leur emploi spontanément à chaque vague de fermeture. Le contexte d'incertitude pandémique a donc favorisé un exode des travailleurs de l'industrie de la restauration vers des secteurs moins affectés par les mesures sanitaires. Ces derniers n'en sont d'ailleurs jamais revenus lors de la levée des restrictions sanitaires. La pandémie a ainsi exacerbé la pénurie de main-d'œuvre qui frappait déjà notre industrie en 2019. Plus précisément, au premier trimestre de 2023, l'industrie de la restauration comptabilisait plus de 20 000 postes vacants, soit 95 % de plus qu'en 2019. Dans les faits, plus de la moitié des postes vacants de notre secteur de l'hébergement et de la restauration, soit 54 %, demeurent affichés plus de 90 jours, ce qui représente le plus haut taux de postes vacants de longue durée, soit 4 % des postes affichés de la province. Pourtant, les salaires offerts dans notre secteur ont augmenté en moyenne de 21 % au cours de la même période. Le bassin de travailleurs de l'industrie ne suffit donc clairement plus à pourvoir aux besoins de la main-d'œuvre de la restauration. En fait, la pénurie de main-d'œuvre qui frappe notre industrie et bien d'autres révèle principalement du vieillissement de la population, de la faible croissance démographique et de la diminution du nombre de Québécois en âge de travailler. À cela s'ajoute le fait que les options d'automatisation qui s'offrent aux restauratrices et restaurateurs ne sont pas suffisantes pour remplacer efficacement de nombreux travailleurs. La RQ est donc convaincue que l'immigration représente une solution importante à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement dans notre industrie. Par conséquent, il est nécessaire d'outiller les restauratrices et les restaurateurs pour que ces derniers soient en mesure de pourvoir les postes vacants de leur établissement. Avant toute chose, par exemple, l'ARQ souhaite saluer certains progrès qui ont été accomplis en matière d'immigration au cours des dernières années. En ce sens, le projet pilote conjoint des gouvernements du Canada et du Québec en matière de travailleurs étrangers temporaires représente une avancée positive pour la restauration. Comme ces allègements prendront fin le 31 décembre 2023, nous espérons fortement qu'une extension soit mise en place par les deux paliers de gouvernement. Je vais maintenant laisser mon collègue Laurence-Olivier vous parler des observations sur la planification de l'immigration permanente. Merci, Hugues. L'ARQ salue la 4e orientation présentée dans le cahier de consultation qui envisage d'augmenter la part de l'immigration économique sur le volume total d'immigrants acceptés au Québec. Traditionnellement, le gouvernement du Québec a toujours priorisé les métiers spécialisés nécessitant une formation dans son orientation de l'immigration économique. Or, la pénurie de main-d'œuvre actuelle frappe de plein fouet plusieurs secteurs dont les métiers demandent des qualifications moindres.
comme la restauration, le commerce de détail, la distribution alimentaire, le transport des marchandises, etc. Conséquemment, l'ARQ recommande que le gouvernement du Québec ouvre aussi l'immigration économique permanente aux professions moins qualifiées dans les secteurs, dont les secteurs sont actuellement en proie à une importante pénurie de travailleurs. La politique actuelle de privilégier les métiers qualifiés ou surqualifiés contraint nos exploitants à dépendre majoritairement des travailleurs étrangers temporaires pour compenser la pénurie de main-d'œuvre. Une solution inefficace car l'énergie et surtout l'argent dédié à la formation de ces employés seront perdus lors de l'expiration de leur permis de travail ou sinon, des efforts additionnels importants doivent être faits pour renouveler ceux-ci en attendant la décision de résidence permanente. L'immigration permanente est de loin préférable pour nos exploitants car leur besoin de travailleurs n'est pas circonstanciel ou temporaire. L'immigration permanente pourrait d'ailleurs aussi répondre aux besoins de revitaliser les régions, alors que le recours aux travailleurs étrangers temporaires ne représente souvent qu'un sursis momentané et onéreux. L'ARQ désire même aller plus loin en recommandant la création d'un contingent particulier dédié aux postulants provenant de métiers peu qualifiés qui désirent immigrer en dehors des grands centres. Toujours dans un objectif de maintenir la vitalité de nos régions, nous croyons qu'il est essentiel de recruter des immigrants pouvant pourvoir les postes vacants présents loin de Montréal et de Québec. Cela tombe bien puisque de nombreux restaurants, hôtels ou stations de ski régionaux ont un besoin criant de personnel et sont aussi situés en dehors de ces grands centres urbains du Québec. On pourrait ainsi faire d'une pierre deux coups en créant ce nouveau seuil d'immigrants alliant les métiers peu qualifiés et l'implantation en région de futurs immigrants. D'ailleurs, le fait d'ouvrir finalement l'immigration économique permanente aux métiers moins qualifiés va nécessiter la modification de la reconnaissance des acquis pour ceux-ci. Plutôt que de se baser uniquement sur la formation académique du postulant, il faudrait aussi reconnaître autant les acquis provenant des maisons d'enseignement que ceux en expérience professionnelle. Dans le cas de l'industrie de la restauration, la sélection des employés relève habituellement davantage de l'expérience de travail que des diplômes obtenus par les postulants. Cela s'explique par le fait que les formations académiques ne peuvent pas préparer leurs étudiants à certains aspects des professions de la restauration, notamment le stress et le besoin d'organisation minutieuse engendrés par un important service rempli d'imprévus. La ténacité requise pour traverser adéquatement ces coups de feu, comme on les appelle, ne s'acquiert malheureusement pas sur les bancs d'école. Elle se développe avec l'expérience. C'est basé sur cette réalité que nous recommandons de valider les expériences professionnelles pour les postulants à l'immigration permanente pour certains métiers moins qualifiés. Il nous reste un point à discuter sur l'importance d'une immigration francophone, sur lequel ma collègue Dominique Tremblay va vous entretenir. Merci. Dans un premier temps, l'Association partage et salue la première orientation du cahier de consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027, soit la volonté de rehausser la part de l'immigration francophone dans notre province. Pour travailler dans l'industrie de la restauration, la communication est essentielle pour que le chef puisse coordonner sa brigade, pour que les serveurs puissent prendre les commandes ou expliquer le menu, pour que le sommelier soit à même de présenter la carte des vins, etc. Une bonne connaissance de notre langue officielle, le français, est indispensable pour l'ensemble des travailleurs de notre industrie. C'est dans cette vision que l'ARQ recommande donc que le gouvernement rehausse la part de l'immigration francophone et augmente les quotas d'immigrants francophones autorisés à venir s'installer au Québec. Il s'agit clairement de la meilleure façon d'accroître le bassin de main-d'œuvre disponible et de lutter contre la pénurie de travailleurs qui frappe notre province, sans pour autant menacer la prédominance du français sur le marché du travail. Dans la même veine, l'ARQ soutient la volonté du gouvernement de favoriser l'accroissement de la connaissance du français chez les personnes immigrantes, notamment par le biais de Francisation Québec. Or, pour le moment, le modèle de francisation québécoise souffre de plusieurs lacunes entravant sa capacité à enseigner rapidement et efficacement la langue française à ses nouveaux arrivants. En ce qui concerne notre secteur, nous avons souvent eu des échos des travailleurs suivant une formation de francisation sur le fait qu'ils doivent souvent jongler entre les cours de français et le travail, ce qui s'avère épuisant, particulièrement pour les parents de jeunes enfants. Pour éviter cette situation, l'ARQ recommande plutôt de favoriser une francisation sur les lieux de travail avec des cours en ligne ou un accompagnement direct sur place. Pour conclure, un équilibre complexe doit être atteint entre les besoins criants du marché du travail et la capacité d'intégration de la province. Cependant, le Québec a la chance de pouvoir recruter des travailleurs dans l'espace de la francophonie, soit plus de 88 États, regroupant près de 321 millions de francophones. Le plus grand obstacle à l'intégration des nouveaux arrivants étant très souvent l'apprentissage de la langue du pays d'accueil, le bassin de travailleurs potentiels issus de pays partageant notre langue française représente une opportunité qui n'est pas offerte à tous les États. Le gouvernement doit profiter
Cette opportunité est rehausser les quotas d'immigrants francophones autorisés à venir s'installer au Québec. Il s'agit clairement de la meilleure façon d'accroître le bassin de main-d'œuvre disponible et de lutter contre la pénurie de travailleurs sans pour autant menacer la prédominance du français sur le marché du travail. Évidemment, l'arrivée d'immigrants non francophones est inévitable, que ce soit par le Canada anglais, par l'accueil de réfugiés, etc. C'est pour cette raison que la stratégie de francisation doit être améliorée. Nous vous remercions de votre écoute et espérons que vous serez sensibles à notre argumentation. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc entamer la période d'échange avec les parlementaires et on va commencer avec le gouvernement, représenté par, évidemment, la ministre. Alors, Madame la ministre, vous bénéficiez d'une période de 16 minutes 30 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci à vous trois d'être présents et puis d'avoir pris le temps de déposer un mémoire et de nous partager votre point de vue, votre expérience, votre expertise. C'est très apprécié. On a besoin de la contribution de tous et je sais que votre secteur est particulièrement touché, comme vous le mentionniez, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre depuis un grand nombre d'années. Vous étiez parmi les premiers qui étaient touchés donc, par ce phénomène. Alors, merci. Merci de prendre part à l'exercice. Comme vous avez vu dans les réformes que l'on a mises de l'avant à la fin mai dernier, bien, il y a un projet, un volet, en fait, qui vous interpelle plus particulièrement là, pour les travailleurs qualifiés qui sont les vôtres, à savoir le volet 2. Pour lequel on a permis une passerelle qui permettra plus facilement à des gens qui ont des compétences intermédiaires ou manuelles de passer d'un statut d'immigrant temporaire à immigrant permanent. Donc, j'espère que ça va être apprécié et utilisé abondamment pour aider le secteur que vous représentez. Donc, j'ai vu que dans votre mémoire, là, vous proposiez, avec le soutien de 3 collaborateurs, Immigration, Global Crossing et Institut international de développement et solutions de travail général. Donc, vous proposez des services d'accompagnement personnalisé, de recrutement international de travailleurs étrangers. J'aimerais que vous me parliez davantage de ces services que vous offrez. En quoi consistent-ils? Quand ont-ils été mis en place? Et puis, à quel niveau est-ce utilisé par vos membres? Est-ce qu'il y a là, dans le fond, une formule intéressante, là? En fait, on avait une demande importante pour de l'accompagnement de ce côté-là pour aller chercher des travailleurs étrangers temporaires. Le processus est quand même complexe. Puis aussi, quand il y avait des erreurs dans la paperasse qu'il faut fournir, souvent les montants étaient déboursés si la demande était refusée parce que mal remplie. Pour le IMT, entre autres. Là. Donc, les gens perdaient leur investissement tout simplement parce que les papiers étaient mal remplis. Donc, on a voulu combler ce besoin d'accompagnement-là des restaurateurs qui peuvent faire affaire avec différents services d'immigration. Donc, ces gens-là, dans le fond, vont chercher les travailleurs. Ils font, bien, il y a des différents plans à faire, là, mais en général, souvent, ce qui est utilisé, c'est que c'est ces firmes-là qui ont un bassin de travailleurs, ils ont des CV et tout ça, et ils organisent tout le processus de recrutement de A à Z. C'est sûr que ça nécessite un investissement de la part du restaurateur, mais au moins, il y a quelqu'un de professionnel qui s'occupe de ces démarches-là qui sont complexes. Donc, c'est un service qui est apprécié. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut faire affaire avec parce que c'est quand même des coûts de quelques milliers de dollars par travailleur. Au final, le processus complet, là, pas juste le service de consultation, mais c'est un service qui est apprécié. Fait que nous, on a mis ça en place parce qu'il y avait un besoin criant. Les gens cherchaient du personnel ici, malheureusement. Puis dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des travailleurs étrangers temporaires. On aimerait ça aussi que le bassin de travailleurs soit des gens d'ici en premier, mais les efforts de recrutement ont déjà été faits de ce côté-là. Puis malheureusement, ben ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller vers l'externe à ce moment-là. Et les services d'accompagnement sont appréciés là, de nos membres. Si je peux peut-être juste compléter la réponse de ma collègue aussi, là, en termes de fréquence d'utilisation, c'est un programme qui a été créé au départ avec un seul collaborateur au courant de 2019-2020. On a eu tellement de demandes qu'on a ajouté 2 collaborateurs supplémentaires là, dans les dernières années, donc suite à la pandémie. Donc, c'est excessivement utilisé. Nos 3 collaborateurs ont énormément de demandes. Les délais sont également très longs. Là, c'est complexe, l'immigration de travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est des délais qui sont très longs. Nos exploitants qui désirent avoir des gens pour l'été prochain doivent commencer à penser dès aujourd'hui à organiser là, leur démarche pour faire du recrutement en ce sens-là. Là. Donc, voilà.
J'imagine qu'il faut une certaine taille d'entreprise pour pouvoir utiliser ces services-là parce qu'il y a des coûts quand même importants. Est-ce le cas ou si c'est pas mal accessible à tout le monde? Honnêtement, maintenant, tout le monde les utilise de toutes les catégories. Avant, peut-être, c'était plus réservé à des gens des plus grosses compagnies qui ont peut-être plus de moyens. Mais par contre, maintenant, on voit des petits établissements qui ne savent plus quoi faire pour demeurer ouverts. Ils ne veulent pas épuiser les équipes qu'ils ont en place. Donc, même s'ils sont petits, pour rester ouverts puis continuer d'opérer, continuer à fournir de l'emploi à leurs autres employés, bien, vont faire cet investissement-là. C'est sûr, c'est très stressant pour eux. Dans le contexte économique actuel, encore pire avec la pandémie et tout ça. Donc, mais ils sont prêts à aller là pour... C'est un dernier recours dans le sens où ils n'hésitent plus à aller là, même si c'est un investissement important pour demeurer ouvert. Donc, vous diriez que la majorité de vos membres utilisent ces services-là ou on n'en est pas là? Non, ce n'est pas une majorité. C'est une grande proportion qui est en croissance, mais ce n'est pas une majorité à l'heure actuelle. Okay. Mais on a un exemple, justement, à côté de nous. Notre président, M. Philippin, a des travailleurs étrangers temporaires là, dans son restaurant. Je ne sais pas, Hugues, peut-être. Oui, bien, on utilise les services de Global Crossing dans notre cas, dans notre situation, puis c'est vraiment un accompagnement c'est assez complexe faire la demande. Alors, on était vraiment content d'avoir l'expertise de ces gens-là, qui ont d'ailleurs des bureaux à travers le monde pour aller chercher des travailleurs sur les lieux de leur lieu de vie. Et puis, ça nous permet donc d'accélérer le processus un peu aussi, de choisir les bonnes personnes, parce qu'évidemment, ça prend une carence. Il y a 7-8 mois d'attente, souvent, avant que la personne puisse se présenter. Alors, il ne faut pas se tromper. Alors, on a été jusqu'à date très satisfaits de leur service, honnêtement. Puis, j'ai 3 travailleurs étrangers temporaires présentement au travail actuellement. Okay. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je vais céder le droit de parole à des collègues. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je cède donc la parole à la députée de Soulanges. Merci beaucoup de votre présence en commission parlementaire aujourd'hui. Je pense que le milieu de la restauration, comme vous l'avez mentionné, a vraiment eu des hauts et des bas dans les dernières années. Donc, votre apport à la commission va être très important pour nous. J'aimerais vous entretenir sur la page numéro 9 de votre mémoire qui recommande en fait la francisation sur le milieu de travail. Vous dites qu'il y aurait des cours en ligne ou un accompagnement sur place. J'aimerais savoir si vous avez un portrait global des besoins de vos membres et j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que c'est quoi votre préférence entre les cours en ligne et l'accompagnement sur place? Bien, en fait, les deux peuvent être des options parce que ça dépend aussi des travailleurs, comment eux sont plus réceptifs à ça. Il y en a qui vont aimer mieux que ça soit fait en personne, d'autres vont fonctionner très bien avec les cours en ligne. Le point important là-dedans, c'est que c'est difficile de travailler dans le jour puis s'en aller le soir assister à des cours de français. C'est surtout sur ce point-là qu'on veut insister, dans le fond, que ce serait pendant qu'ils sont sur les heures de travail. Puis les employeurs sont prêts à aller là-dedans aussi parce que ça devient plus efficace pour eux aussi que ça se fasse sur les lieux du travail. Donc, c'est surtout cet aspect-là qu'on a besoin qu'ils se développent plutôt que justement qu'ils passent leur soirée en plus, après être fatigués de leur journée de travail, d'aller faire ça en plus le soir. Donc, même nous, de notre côté, c'est souvent difficile de commencer un deuxième agenda le soir, un deuxième horaire. Imaginez pour des gens qui sont en apprentissage de la langue, puis au niveau de l'efficacité aussi, s'ils sont fatigués le soir, l'apprentissage est sûrement plus long, plus difficile pour eux. Là, donc, c'est pour leur faciliter la vie aussi, là. Si vous permettez, Dominique, j'aimerais ajouter que souvent, la restauration, on a des horaires de travail atypiques, donc c'est pas nécessairement de travailler le jour puis d'être libre le soir. On peut travailler le soir et être disponible le jour. Alors, le fait, puis on travaille aussi les fins de semaine, vu que les restaurants sont généralement ouverts 7 jours sur 7, alors essayer de faire marcher un horaire de travail atypique avec des horaires de formation calqué sur le modèle scolaire, donc durant les heures d'ouverture de jour ou encore peut-être en soirée, c'est pas toujours évident pour le milieu de la restauration. Mais pour vous, concrètement, dans votre restaurant, qu'est-ce que vous préconisez entre les deux méthodes? Alors, nos employés étrangers, d'ailleurs, c'est des Mexicaines, puis on a un Philippin. Ils ont été sur le guichet unique là, maintenant pour accéder aux formations.
Alors, ils sont en attente actuellement de se faire admettre à une formation sur place, probablement par un des centres de francisation. On attend des nouvelles, on attend des horaires. Et puis, heureusement, parce que le compteur passe, hein, et nous autres, on a un contrat de travail de 2 ou 3 ans. Heureusement, on a opté pour un contrat de travail fermé de 3 ans, ce qui nous donne le délai nécessaire pour respecter les critères de francisation dans les 2 ans, 3 ans avant de pouvoir faire la demande. Alors, on espère qu'avec cette année supplémentaire de contrat de travail, ça va nous permettre d'accéder à ça, là. Alors, on n'a pas encore de formation pour eux. On essaye. On les forme sur place aussi. On essaie de leur parler en français. La communication écrite est toute en français parce qu'on est francisé chez nous, là, alors, à Québec. Hein. Alors, ils apprennent à mettre des mots. Quand ils lisent le mot en français, bien, ils savent c'est quoi, parce que de l'espagnol, ça ressemble quand même. Alors, tu sais, on se débrouille bien, là, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas avoir une conversation en français encore, là. Dans la région de Montréal, ils ont lancé un projet avec l'Association des sociétés de développement économique pour justement aider la francisation dans le monde de la restauration. Est-ce qu'il y a quelque chose de votre côté aussi qui se développe avec vos membres? Actuellement, on n'a pas de projet, mais on appuie. On a eu des contacts avec des organisations qui font des beaux projets comme ça et tout ça. Donc, on travaille, je veux dire, bien, avec eux, on appuie leurs initiatives et tout, mais c'est sûr que de notre côté, à l'interne, pour l'instant, on n'a pas de projet de la sorte. Non, exactement. Puis, comme Dominique l'a dit, là, on va appuyer tous les projets qui sont pertinents pour nos métiers. D'ailleurs, récemment, là, on a appuyé un projet avec l'ITHQ qui est des ateliers de francisation, mais spécifiques à la restauration. Donc, comme vous parliez, donc ça, c'est sûr que c'est un gros plus parce qu'il y a une terminologie particulière à notre domaine. Donc, les gens, ces associations-là, ou organismes-là, n'hésitent pas à nous appeler quand ils sont dans le développement de ces projets-là ou qu'ils le font pour que nous, on publicise justement que c'est disponible pour les entreprises. Donc, on collabore de cette façon-là quand même de façon assez importante, là. Dans la recommandation numéro 7, vous dites qu'un seuil d'immigration devrait être réservé aux personnes moins qualifiées, prêtes à s'installer durablement en dehors des grands centres du Québec. Vous en avez parlé un petit peu dans votre introduction au début. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus préciser ou apporter des exemples par rapport à votre suggestion? Exemple au niveau des emplois, au niveau des régions ou... Oui, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette recommandation-là? Bien, en fait, la pénurie de main-d'œuvre, elle est partout au Québec. Donc, nos membres sont situés partout puis nous appellent de partout parce qu'ils cherchent des travailleurs. Donc, comme on l'a dit, on a amélioré les conditions de travail les dernières années. Bien, il y a un effort de l'industrie qui a été fait de ce côté-là au niveau salarial, quand même des hausses importantes salariales. Donc, c'était mérité et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, malgré ça, dans le fond, la pénurie, elle reste là. Les difficultés de recrutement, les employés ont le choix d'aller travailler un peu partout. Donc, dans le cas des personnes moins qualifiées, il faut qu'ils puissent aller aussi. Bien, tu sais, si on les installe en région, il ne faut pas qu'il y ait une concentration, que ce soit tous des arrivants qui restent à Montréal, restent à... Bien, tu sais, Québec aussi, ils viennent un peu, mais souvent, ça reste un peu dans le coin de Montréal. Donc, on en voit de plus en plus qui vont s'installer en région, puis c'est très bien. Puis les besoins sont criants partout. Donc, même s'ils sont moins qualifiés, le besoin, il est là en région aussi. Donc, si on favorise ça, puis on favorise que, justement, ça ne soit pas concentré juste dans les grands centres urbains, ça serait mieux aussi, là. Juste, je peux compléter, là, mais si on regarde aussi l'étude de l'Institut de la statistique du Québec de juin 2021 mentionnait le vieillissement de la population, on est tous au courant, mais l'étude va jusqu'en 2066, parle d'un vieillissement où, on va avoir dans la tranche des 65 ans et plus, on va passer de 20 % en 2020 à 27 au niveau de 2066. Ce vieillissement-là est pire dans les régions, donc est accentué dans les régions. Donc, je pense que d'aller de l'avant avec un projet comme celui-là, bien, on va faire d'une pierre deux coups, comme on le disait, là. Donc, autant servir les intérêts du gouvernement, c'est-à-dire de revitaliser ces régions-là, que ceux de nos membres qui ont des besoins qui sont très criants, là. Avez-vous des idées, des pistes d'action qu'on pourrait mettre en place pour justement faire une meilleure rétention de ces personnes immigrantes-là en région? C'est sûr, c'est l'accompagnement qui est important, puis l'accueil en région. Il y a déjà des organismes là, qui se chargent de ça et tout ça, mais les gens, dans le sens,
c'est sûr que quand ils arrivent là, ils arrivent tout seuls ou juste, c'est une famille avec les enfants, qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des entourages qui commencent à faire des activités. Bien, on rentre dans la sphère sociale et tout ça. Là, il n'y a pas juste le plan sur le travail et tout, mais qui se sentent accompagnés de toutes les façons possibles pour leur donner l'envie de rester dans la région plutôt que partir. Puis on voit des beaux exemples dans les médias souvent là, de réussite que les gens disent qu'ils ont été bien reçus par les résidents du coin, qui sont aidés, qui s'ils ont des questions, les voisins sont là, etc., etc. Fait que c'est beau de voir ça quand même, là. En général, ça prend aussi une masse critique de gens de la même communauté pour s'implanter, juste en pensant à leur épicerie. Ils cherchent des produits qu'ils ne trouveraient peut-être pas en région. Alors, le fait d'en avoir un petit peu plus, les épiciers vont peut-être avoir des produits sur leur tablette qui vont leur permettre de respecter leur goût alimentaire. Donc, c'est des choses que, souvent, ils sont tellement déracinés que du pain blanc tranché, ils n'ont jamais mangé ça. Puis, c'est pour eux autres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici, là? Donc, c'est certain qu'avec une masse critique de personnes, ça va, comme on l'entend à Thetford Mines, je pense qu'il y a une communauté, si je ne me trompe pas, philippine ou en tout cas, Amérique du Sud aussi. Et donc, on entend beaucoup parler de certaines régions là, qui se sont trouvées avec des populations intéressantes de ces gens-là. Puis je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'implanter comme ça s'est fait historiquement aussi avec d'autres vagues d'immigration qu'on a eues dans le passé. J'ai une petite dernière question, si j'ai encore le temps. Minute 40 à peu près. D'accord, merci. Dans la 5e recommandation, vous préconisez qu'il soit possible de recourir à la validation de l'expérience professionnelle des personnes immigrantes au lieu de se baser uniquement sur la formation académique de ces derniers. Est-ce que vous savez comment cette validation d'expérience professionnelle pourrait être effectuée dans votre secteur? Alors, tout dépend des restaurateurs. Il y en a qui préfèrent avoir des travailleurs avec une formation. Il y en a d'autres qui préfèrent embaucher des gens et les former selon leur méthode parce que chacun travaille un peu avec sa façon de faire. Donc, le fait de compenser par la formation, par de l'expérience, ça peut plaire à certains. Dans le fond, l'important, c'est que le travailleur soit fonctionnel en emploi, pour qu'il soit capable de subvenir à ses besoins et de garder son emploi. Mais ça peut être d'une façon ou d'une autre. Vu que c'est des postes qui sont moins qualifiés, souvent l'expérience peut compenser pour la formation formelle. Merci beaucoup pour cette première portion d'échange. On va donc poursuivre avec l'opposition officielle qui bénéficie d'une période de 12 minutes 23 secondes et c'est le député Denis Ligan qui va prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Excellent rapport, des points très ciblés. Pourquoi la RQ s'est senti le besoin de venir en commission parlementaire sur la planification de l'immigration? Bien, c'est sûr que dans notre domaine, on est particulièrement interpellé par l'immigration. On vit une pénurie de main-d'œuvre, on l'a dit dans l'introduction. L'immigration n'est pas la seule solution, mais c'en est une qui est très importante. C'est un cocktail de solutions. Mais pour nous, actuellement, il n'y a pas d'autre façon, particulièrement quand on regarde les données démographiques, il n'y a pas d'autre façon d'avoir des travailleurs qui ont les qualifications nécessaires pour faire ce qu'on fait, pour en avoir assez. Dans ce qu'on a mentionné en introduction, on a mentionné qu'au premier trimestre de 2023, on avait 20 000 postes à pourvoir. À l'heure actuelle, on est rendu à 23 000. Là, on parle de quelques mois plus tard. Là. Donc, c'est certain qu'on a besoin de ce coup de main-là. Donc, pour nous, c'est un besoin criant de nos membres. On le voit dans nos ententes de collaboration, on le voit dans nos interactions avec les membres. Vos projections, vous voulez nous le dire, 23 000, deuxième trimestre, vos projections pour les 3 prochaines années, avez-vous une idée? Il y a tellement de facteurs là-dedans que c'est vraiment dur à dire. On ne prévoit pas que ça va se résorber. Il y a des analyses démographiques. Je citais tantôt celui qui va jusqu'à 2066, mais il y en a des plus détaillés qui vont jusqu'à 2030 qui prévoient qu'on n'a pas encore, je veux dire, atteint le fond du baril en termes de pénurie de main-d'œuvre, puis là, pas simplement dans l'industrie de la restauration. Donc, c'est sûr qu'on est une industrie touchée par ça au niveau de la restauration. Donc, on ne voit pas ça s'améliorer à court terme. Là. La question maintenant, ça va-tu augmenter à 25, 30 000? Je ne peux pas vous dire, mais on ne voit pas ça s'améliorer. C'est toujours autour de ces chiffres-là depuis les dernières années qu'on voit là, entre 20 et 30 000 emplois vacants là, dans le secteur. Donc, c'est un besoin qui est chronique
Ce n'est pas temporaire. C'est constant depuis les dernières Okay, années. mais c'est là où je voulais vous ramener, Oui. parce que j'ai lu le rapport. En fait, vous soulevez d'autres drapeaux rouges, le TET, les 20 à 30 qui se terminent au mois d'octobre, l'entente avec le fédéral que vous demandez la prolongation parce que ça se termine le 31 décembre. C'est là où je voulais venir avec vous, parce que si on n'a pas ça, si demain, il y a plus de 30 je ne vais pas refaire la genèse, vous savez pourquoi elle a été augmentée. Si on revient à 20 là, on parle d'un nombre important de postes que vous serez plus capable de combler. Ça nuit définitivement. C'est sûr que ça, les avantages qui avaient été donnés là, dernièrement, ça aidait grandement là, au secteur pour aller recruter. Donc, c'est sûr que ça va faire mal. Là. Et c'est sur le dos de vos membres que revient le prix de TET, des missions à l'international, pour combler un besoin permanent. Oui? On l'espère qu'il ne sera pas permanent à vie, mais je veux dire, dans le contexte actuel, on le voit, vous venez de dire, en tout respect, vous venez de dire que ça tourne autour de 20 à 30 000 depuis un bout. Oui. Donc, si vos besoins sont 20 à 30 000 depuis 3 ans, et vos projections pour le futur est aussi de 30 000, ça ne devient pas un plastre, c'est un besoin permanent. Tout à fait, absolument. OK? Ça ressemble plus à ça, oui. Vous êtes dans une commission parlementaire qui planifie les 3 prochaines années. Vous avez sur la table 2 scénarios. L'autre, il n'existe pas. C'est le temporaire. Vos besoins sont comblés par du temporaire. Si je vous pose la question entre 2 choix, si demain vous avez le choix entre combler vos besoins d'une manière temporaire ou permanente, laquelle vous allez choisir? Permanente. On s'entend, oui, c'est juste 50 ou 60 000 que le gouvernement vous propose. On ne sera pas là, on ne sera pas à 60 000. Bien, dans les scénarios, le scénario 1 évoque 60 000, le scénario 2, 50 000. Bon, c'est certain que le CPQ, le Conseil du patronat du Québec, demandait 100 000. On se doute que ça n'arrivera pas. Je ne vais pas parler des autres secteurs. Vous êtes là pour défendre vos membres. Exact. Okay? Exact. Mais, je parle de vos membres, qui est un secteur névralgique dans tous les secteurs du Québec. Je ne pense pas qu'autour de la table, quelqu'un est content quand il part dans une région et le restaurant du coin il est fermé dimanche et lundi. On a tous vu des pancartes faute de main-d'œuvre. Donc, si on veut tous avoir et continuer à boire notre café et manger 7 sur 7 avec des heures d'ouverture respectables, aujourd'hui, la RQ vient en commission parlementaire nous dire que nos besoins sont des besoins permanents. Ce n'est pas des besoins temporaires. Tout à fait. Excellent. Puis une des choses qu'on voit à ce niveau-là, c'est une des solutions qu'on envisage, c'est par rapport au PEQ, donc le programme Expérience Québec, qui, lui, en ce moment, fait partie des balises dans les 50 ou les 60 000, peu importe le scénario. Si on pouvait l'exclure de ces balises-là, pour nous, ce serait déjà un énorme gain parce que c'est des gens qui font leur stage souvent ici au Québec, qui viennent étudier au Québec pour 18 mois, puis par la suite sont admissibles à une demande de résidence permanente. Ça, pour nous, si on fait les exclure des balises, c'est une de nos recommandations d'ailleurs, bien, c'est certain qu'on pourrait y trouver un énorme gain. Puis en même temps, c'est des gens qui sont très intégrés là, à la culture québécoise, ils ont fait une partie de leurs études ici. Là. Vous demandez aussi dans votre mémoire de diminuer les critères de sélection via le TET pour que ça inclue d'autres professions. Puisque vous pouvez élaborer lesquelles? En fait, c'est les emplois moins qualifiés, là, donc, parce que le besoin, il est criant, là, des commis de service au comptoir, c'est des postes moins qualifiés, mais on en a besoin, puis vous l'avez vu vous-même dans les établissements, parfois, c'est ça, il manque de personnel déjà au premier point d'entrée, là, donc c'est ce genre de travailleurs-là qu'on a besoin aussi, c'est pas nécessairement des gens qui ont suivi leur formation de cuisinier ou de chef ou de... On a besoin de ce bassin de travailleurs-là aussi pour ces postes-là moins qualifiés. Là. Je vais revenir au temporaire. C'est un casse-tête. J'en connais pas mal d'entrepreneurs qui gèrent, qui sont membres chez vous. C'est un vrai casse-tête. Oui. Pour le bénéfice des membres de la commission, pouvez-vous élaborer ce casse-tête que vos membres, en fait, ont? En fait, c'est une souffrance continue en termes de paperasse.
Tu peux peut-être donner ton C'est expérience. sûr que c'est surtout de la planification à long terme parce que, à long terme, nos besoins sont criants. Et puis, il faut qu'on pense aussi déjà 7-8 mois d'avance pour qu'est-ce qui va nous attendre après l'hiver, par exemple, au début, en septembre. Souvent, en septembre, nos étudiants retournent à l'école. Alors, on se retrouve toujours avec des périodes critiques là, où est-ce que on ne sait pas si on va être capable d'ouvrir le lendemain, est-ce qu'on va être capable d'assurer un certain quart de travail. Alors, c'est toujours ça. Mais puis la paperasse, et le temps de traitement est assez long, en effet, et onéreux. Il ne faut pas se tromper, il faut choisir bien. Et puis, il y a aussi le fait qu'on fait affaire avec des humains de l'autre côté. Les gens qu'on fait venir, ça peut changer aussi. Alors, on leur fait une offre d'emploi 7-8 mois d'avance. Est-ce que dans 7-8 mois, ils auront encore le goût de venir? Est-ce qu'ils auront fondé une famille? Il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là. Alors, c'est sûr que c'est toujours on le fait parce qu'on est un peu obligé de le faire, parce que c'est cher et c'est compliqué et c'est long. Mais au moins, c'est ça notre lumière au bout du tunnel pour réussir à assurer la pérennité de notre entreprise. C'est comme le choix du temporaire pour vous, c'est comme un mal nécessaire parce que le gouvernement a choisi d'une manière, j'essaie de trouver le qualificatif, je ne le trouve pas encore, mais probablement vous allez m'aider, de dire qu'on va aller vers 40 000. Souvenez-vous du Premier ministre en 2018, il disait qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. À un certain moment, il disait même que c'est une mosus de bonne affaire. Aujourd'hui, clairement, ce n'est plus une mosus de bonne affaire, la pénurie de main-d'œuvre. Et quand on voit le secteur névralgique, qui est la restauration, un peu partout au Québec, ce que je déplore, et je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes comme coincés, parce que s'il y avait du permanent, vous serez très heureux aujourd'hui, là. Bien, c'est notre seule option, les travailleurs étrangers temporaires. On a juste accès à ça. Fait que c'est pour ça qu'on choisit ça. Mais comme on a dit, évidemment, l'immigration permanente, c'est ce genre de travailleurs-là qu'on veut, qui vont rester à long terme. On les forme. C'est du temps investi et tout ça. On veut qu'ils restent avec nous. On veut former une famille, une communauté, un esprit d'équipe, etc. Quand il y a un roulement tout le temps comme ça, puis c'est toujours à recommencer, puis on forme la personne, elle voudrait rester ici aussi, mais elle doit repartir dans certains cas. Là, je veux dire, je sais qu'il y a d'autres processus, là, mais donc c'est ça, les travailleurs étrangers temporaires, c'est parce c'est la seule option disponible pour nous, là. Je vais voir comment on peut vous aider, parce que là, il y a beaucoup de choses dans votre mémoire, mais c'est deux qui m'inquiètent. Le 20 à 30 %, avez-vous eu déjà des discussions? Avez-vous déjà un son de cloche que ça va rester 30 % ou ça va revenir à 20? À l'heure actuelle, rien qu'on sache pas. Désolé, j'ai pas bien entendu. Non, à l'heure actuelle, non. On n'a Aucune pas de discussion, son de cloche, aucun son de cloche. De mon côté, non. Nos recherches disent que d'ici 2030, ça ne va pas s'améliorer. Non, mais je parle. Non, mais le 20 à 30 %. Non, mais c'est le 31 décembre. Là. Ouais. C'est bien loin pour moi, 2030. C'est 31 décembre 2023. Non, c'est ça. S'il n'y a pas de réponse, là, c'est 20 %. Oui, exact. Normalement, ça revient à 20 %. Puis même chose pour l'autre qui se termine en octobre. OK, l'autre, j'en reviens. L'autre, c'est beaucoup, beaucoup plus urgent. Si vous embarquez dans des procédures de TET, je ne sais pas comment les gens vont s'en sortir pour payer tout cela, là. À moins si on veut commencer à prendre un café dans le coin à 10 $, là, probablement, tout le monde va rentrer dans son argent. C'est sûr que c'est tous les établissements, peu importe le type d'établissement qui manque d'employés. Là, mais Qui vous a informé des critères de TET au début? Avec qui comment vous avez reçu l'information? Avec tout consultant. Oui, c'est ça. Nous, en toute modestie, on n'est pas des experts non plus en immigration, on n'est pas des avocats. Non, je sais, mais par rapport... Donc, on se fait accompagner par nos collaborateurs. Les firmes avec qui on collabore, ça a été nos principaux conseillers, je vous dirais, là, pour nous instruire sur comment fonctionne l'immigration temporaire. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la date du fin octobre, lors de l'allègement. Oui. OK? Parce qu'il y avait quand même une extension autorisée de TET par établissement. Ça, on vous a avisé que vous pouvez le faire. Maintenant, ça arrive à échéance en octobre. Est-ce que c'est avec le ministère au niveau du Québec? Est-ce qu'avec Ottawa que vous faites des échanges? Bien, on a des échanges avec les deux paliers gouvernementaux. Okay. C'est sûr qu'étant une organisation provinciale, on a davantage d'échanges avec le palier gouvernemental ici. Okay. Et pour le 31 décembre, c'est une décision fédérale, 20 à 30.
Ça, j'imagine que vous êtes en attente d'une réponse. Oui, exact. Puis on collabore aussi avec nos homologues de Restaurants Canada qui ont aussi d'autres discussions à ce sujet-là pour représenter toutes les provinces. Vous êtes confiant que ça va rester à 30 % On l'espère. Maintenant, Si jamais ça revient à 20 %, j'imagine que les besoins permanents seront au-delà de 23 000 postes. Fort probablement. Là, c'est toujours cyclique parce que là, on va être en janvier, février, mars, où c'est sûr qu'il y a un peu moins de postes à combler. Mais l'été prochain... La partie gouvernementale parle beaucoup de la francisation des temporaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre monde parle toujours français? Il faut qu'il le parle. Est-ce qu'il parle toujours? Je pense que Hugues peut peut-être répondre. On vient de terminer cette Merci. portion d'échange et on va terminer avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne du deuxième groupe d'opposition pour une période de 4 minutes 8 secondes. Le micro est à vous. Merci. On n'ira pas bien loin de ça, justement. Francisation en entreprise, sur les lieux de travail. J'imagine donc qu'elle serait payée par l'employeur. C'est ça que vous avez comme vision ou ça prendra l'aide financière du gouvernement? Comment vous voyez ça? Actuellement, les programmes de francisation sont payés par l'État, mais c'est certain qu'en entreprise, un peu tout le monde met du temps et de l'effort pour aider ces gens-là à s'intégrer à leur équipe de travail et à la communauté. Alors, c'est du temps qui est non compté, qui est non quantifié, mais il y a quand même beaucoup d'efforts parce que c'est certain que c'est c'est pas la solution la meilleure. Idéalement, c'est d'avoir des gens d'ici qui sont habitués à nos façons de faire, etc. Mais évidemment, ça demande quand même des efforts, pas juste dans la langue, mais aussi dans d'autres aspects là, aussi pour avoir ces gens-là. Ça serait possible pour vous de libérer des heures de la semaine de travail normale? Parce que vous parliez de tous les engagements, les familles, les enfants. Je veux dire, on prend la semaine de 40 heures, on la ramène à 35, puis il y a 5 heures, 6 heures, je ne sais pas combien, qui sont dédiées à l'apprentissage du français. C'est certain. Nous, ces gens-là doivent travailler aussi. Évidemment. Alors, puis nos besoins sont de 40 heures semaine. Quand on embauche quelqu'un, il faut qu'il travaille aussi un nombre d'heures pour se qualifier. Alors, on ne peut pas nécessairement les libérer sur leurs heures de travail pour aller apprendre le français, mais on peut le faire en travaillant. En travaillant, tout à fait. Ou le soir et fin de semaine et d'autres moments donnés. Parce qu'on l'a vécu, le modèle de soir et fin de semaine. On le vit, je veux dire, ça fonctionne peu ou pas toujours. Malheureusement, il y a des engagements. Des fois, il y a 2 shifts. Des fois, il y a les enfants. Donc, il y a des projets pilotes qui se mettent en cours, où finalement, le français vient à l'entreprise, finalement, et non pas le contraire. Et où finalement, les gens, malheureusement, n'ont pas d'autre choix que de voir les heures de travail amputées parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Bon, je note que ce n'est pas l'idéal parce que vous avez des besoins aussi en heures de travail. Donc, je comprends l'enjeu. Vous avez parlé d'élargir l'accessibilité à la résidence permanente pour les postes moins qualifiés. Madame la ministre vous parlait du volet 2 du PSTQ, donc qui viserait ce genre de poste-là moins qualifié avec 12 mois d'expérience de travail. N'en demeure qu'on va être dans un programme de sélection, donc il va falloir que ces gens-là soient invités quand même à déposer la résidence. Ils vont donc être dans le bassin. Mais on ne sait pas combien de gens vont être sélectionnés dans le volet 2. On ne sait pas quand ils vont être sélectionnés dans le volet 2. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Je devine que vous auriez préféré qu'on revienne au PEC travailleurs tel qu'on l'avait avant juillet ou avant juin 2020, où finalement, après 12 mois d'emploi qualifié, on était qualifié pour son immigration économique. Bien, évidemment, c'est sûr. Puis, vous savez, tu sais, on parlait du TET qui coûte très cher à nos exploitants, mais il vient avec des permis de travail fermés. Bon. Par contre, avec l'immigration permanente, c'est des permis de travail ouverts. Donc, si on doit embaucher, entreprendre des démarches d'avance, on investit du temps là-dedans pour avoir un permis de travail ouvert. Là, il y a une complexité là-dedans, alors que sous l'Ancien régime, c'est sûr que quand on a déjà la personne en place, on la convertit en permanence, il y a une simplicité. Donc, c'est sûr, tu sais, on cherche toujours la simplicité pour nos restaurateurs et nos exploitants, ça, c'est certain. Parce que, c'est ça, on a rayé de la carte notre réforme, ou la réforme du gouvernement de 2020 pour le PEC étudiant. Là, pour le PEC travailleur, il semble avoir une hésitation. Là. On reste avec la réforme, malheureusement, alors que, comme vous le dites, ça aurait été beaucoup plus simple. Je me pose la question sur l'exigence dans ce nouveau programme-là d'avoir moins de 55 ans. Est-ce que c'est un enjeu que vous voyez, ou tout le monde que vous recrutez au moins de 55 ans, ça ne sera pas un enjeu, ou est-ce que ça pourrait en devenir un? Dans notre industrie, la plupart des travailleurs ont moins de 55 ans.
OK. On Donc, a un pour bassin vous, employeur plus jeune en général. Ouais. vous parlez finalement aussi, il me reste plus de temps, hein, c'est ça? En fait, effectivement, il ne reste, c'est très jeune, 55 ans. Il ne reste Oui, plus c'est de temps. ça que je dis. C'est ça que je dis. Merci beaucoup. Merci pour cet apport à nos travaux. C'est très apprécié. Alors, je suspends la commission quelques secondes, le temps de recevoir le prochain groupe. Merci. Merci à vous.